Alors, deuxièmement, maintenant on va voir le cas des signaux apériodiques d'énergie finie. Alors, donc, des signaux apériodiques. Comme le nom l'indique, ça veut dire qu'ils ne sont pas périodiques. D'énergie finie, ça veut dire quoi? Donc, on va définir ça. Énergie finie. Ça veut simplement dire que l'intégrale de S de t au carré dt de moins l'infini à plus l'infini est bornée. D'accord? Si vous intégrez le carré du signal de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, bien, vous obtenez quelque chose de borné. Donc typiquement, quels sont les signaux d'énergie finie? Bon, déjà les signaux de durée limitée. Okay, si vous prenez un signal de durée limitée et que vous intégrez son carré sur tout l'espace des temps, vous obtenez quelque chose de borné. Et puis des signaux qui décroissent très rapidement. Par exemple, si vous prenez S de t égale 0 pour t inférieur à 1, et 1 sur t carré pour t supérieur ou égal à 1. Ou 1 sur t même, ça suffit. Donc vous prenez un signal comme ça. Donc ce signal n'est pas de durée finie. Il y a une durée infinie. Il vaut 0 jusqu'à t égale 1 et ensuite 1 sur t. Si vous intégrez son carré, vous avez l'intégrale de 1 sur t carré, c'est quelque chose qui converge. Donc il est d'énergie finie. Donc voilà le type de signaux auxquels on va avoir affaire. Alors on va prendre un exemple. L'exemple, ce sont les consonnes. Tout à l'heure, on a vu que les voyelles étaient des signaux périodiques, simplement parce que en fait, ils sont générés par une vibration périodique des cordes vocales. Les consonnes, en général, sont des signaux non périodiques. Donc, si je représente leur forme d'onde, c'est-à-dire l'évolution de la pression au cours du temps. Donc, ici, c'est pour le phonème che, là, c'est pour le f. Donc, vous avez quelque chose qui a l'air complètement aléatoire. Il n'y a pas de périodicité. Donc, comme ce n'est pas périodique, je ne peux pas calculer de série de Fourier ou de série de Fourier généralisée. Mais j'aimerais bien avoir une représentation fréquentielle de cette chose-là, de la même manière que j'en ai une pour les voyelles. Alors, on vous rappelle que si S de t est t0 périodique, on va faire un petit détour. On va faire un petit détour par les signaux périodiques. Donc on peut écrire que le spectre S de nu, c'est la somme pour n éléments de z des Cn delta
n nu 0 de nu. C'est-à-dire une somme de raies localisées aux fréquences multiples de nu 0 et pondérées par les Cn. Les Cn étant les coefficients de la série de Fourier généralisée. Et inversement, je peux exprimer S de t comme une somme pour k appartenant à z des ck exponentielle j de pi k nu 0 t. Alors regardez, dans cette expression-là, si je remplace nu par la fréquence précise k nu 0, j'ai la somme des ck, j'ai la somme des Cn delta n nu 0 de k nu 0. Ça, c'est une règle localisée en n nu 0. Donc, pour toutes les fréquences nu différentes de n nu 0, ça vaut 0. Je choisis nu égale k nu 0. Donc cette raie sera non nulle uniquement pour n égale k. Donc il me restera S de k nu 0 égale ck del k égale ck. D'accord? Ça s'annule pour tout nu qui n'est pas égal à n nu 0. Donc, si je prends nu égale k nu 0, ça s'annulera. Cette somme aura un seul terme non nul, ce sera celui pour lequel n égale k. Donc si je calcule S de k nu 0, j'obtiens ck. Donc là-dedans, je remplace ck par S de k nu 0. Donc ça, c'est si S de t est périodique. Maintenant, si S de t est apériodique. Si S de t est apériodique, en fait, c'est comme si j'avais une période t0 infinie. Donc j'aurai un signal avec une seule période infinie. Si t0 tend vers l'infini, ça veut dire que nu0, qui est l'inverse de t0, tend vers 0. Donc je vais avoir une somme avec des termes infiniment proches. D'accord ? Donc si j'ai une fonction comme ça, une fonction de k nu 0 avec les k nu 0 qui deviennent infiniment proches, que je somme ça, quand nu 0, quand l'écartement entre deux raies tend vers 0, ça donne quoi cette somme? Ça fait une intégrale. Donc si S de t est apériodique, eh bien il existe une fonction S de nu telle que S de t peut s'écrire comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de nu. Donc je remplace k nu 0 par une fréquence continue nu.
pareil ici, EJ de pi nu t dt. C'est-à-dire que ma somme s'est transformée en intégrale. Mes fréquences discrètes multiples de nu 0 se sont transformées en fréquences continues appartenant à R, nu. Et voilà. OK. Donc S de nu, ça s'appelle... Alors, on va voir après. S de nu, on peut le calculer en fait. C'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier de S de t. Et on peut montrer que c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle de moins j de pi nu t dt. Alors, excusez-moi, là je me suis trompé, c'est pas une intégrale sur le temps, ici c'est une intégrale sur la fréquence. D'accord? Donc c'est presque la même formule, sauf que là c'est une intégrale sur le temps, et que vous avez un moins dans l'exponentielle. OK? Donc, quand on avait un signal périodique, on pouvait le représenter dans le domaine fréquentiel par un ensemble de raies. Et chaque raie était localisée à une fréquence précise, multiple de nu 0, et correspondait à une sinusoïde. Là, le spectre, ce n'est plus un ensemble de raies, mais une fonction continue de la fréquence. C'est-à-dire que le signal, c'est-à-dire que les fréquences des sinusoïdes ne sont plus des fréquences plus précises multiples de nu 0, mais des fréquences qui appartiennent à l'ensemble des réels. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une somme discrète de sinusoïdes, on a une somme de sinusoïdes dont les fréquences peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle. Alors comme tout à l'heure, on a à gauche le spectre d'amplitude, à droite le spectre de phase. Spectre d'amplitude, c'est le module du spectre, et spectre de phase, c'est l'argument du spectre. Et on peut passer, donc, et ce spectre peut se calculer assez facilement par cette formule qu'on appelle la transformée de Fourier. Et ça, c'est la formule inverse, donc la formule qui nous donne S de t à partir du spectre, c'est la transformée de Fourier inverse. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que la transformée de Fourier inverse d'une fonction de la fréquence grand S de nu, vous partez d'une fonction de la fréquence grand S de nu. Sa transformée de Fourier inverse, c'est ça. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de nu exponentielle plus j depuis nu t d nu, et ça vous donne une fonction du temps. Au départ,
Quand on fait la transformée de Fourier, on part d'un signal temporel, une fonction du temps. On calcule cette intégrale qui dépend d'un paramètre nu et on obtient donc une fonction de la fréquence. Si j'ai un truc qui dépend de la fréquence et du temps et que j'intègre sur tout le temps, à la sortie, j'ai quelque chose qui ne dépend plus que de la fréquence. La transformée de Fourier inverse, c'est le contraire. Au départ, j'ai une fonction de la fréquence. Je fais une intégrale sur quelque chose qui dépend. Je fais une intégrale sur la fréquence et j'obtiens une fonction du temps. Okay. Ce qui est important au-delà de la formule, c'est surtout l'interprétation physique de cette formule. C'est-à-dire qu'une intégrale, c'est ni plus ni moins qu'une somme, sauf que c'est une somme continue. Donc, au lieu d'avoir, comme pour les signaux périodiques, une somme de sinusoïdes à des fréquences précises, multiples de nu 0, eh bien là, un signal apériodique, c'est une somme infinie, si vous voulez, de sinusoïdes qui sont à des fréquences appartenant à un intervalle de R, éventuellement à tout R. Et donc, comme pour les signaux périodiques, là encore, la représentation temporelle et la représentation fréquentielle portent exactement la même information. Ce sont juste deux représentations différentes. Alors, si je reviens à mes consonnes, bien voilà ce que ça donne pour les spectres d'amplitude. Donc voilà pour le che et voilà pour le f. Alors, on remarque quelque chose d'intéressant. Vous voyez que le che a des variations beaucoup plus rapides que le f. Et quand on observe son spectre, eh bien, on voit qu'il est plus élevé, son spectre d'amplitude, il est plus élevé dans les hautes fréquences. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Les hautes fréquences, ben, ça correspond à des sinusoïdes hautes fréquences, et donc à des variations rapides du signal. Donc les signaux qui ont des variations rapides ont leur spectre concentré dans les hautes fréquences. Les signaux qui ont des variations lentes ont leur spectre plutôt concentré dans les basses fréquences. Et ayez toujours en tête que chaque fréquence, là, c'est la fréquence d'une sinusoïde qui compose le signal. Alors, en image aussi, on peut définir la transformée de Fourier. Où est-ce que j'ai mis ça ? Donc en image, j'ai une image qu'on va appeler f de xy. Image f de xy. C'est-à-dire que c'est une image monochrome et l'intensité en un point donné de l'image est fonction, l'intensité f est fonction des coordonnées x, y du point. Eh bien, le spectre de l'image, il est fonction de deux fréquences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fréquences spatiales. C'est-à-dire qu'on aura une fréquence dans une direction et l'autre fréquence dans l'autre direction. Alors là, c'est une intégrale double.
de f de xy e moins j de pi ux plus vy dx dy. Et inversement, à partir du spectre, vous pouvez retrouver votre image originale. Donc f de xy, c'est une intégrale, cette fois-ci sur les fréquences, du spectre de l'image, E plus J de pi ux plus vy du dv. Donc, même chose que pour les signaux monodimensionnels, sauf que au lieu d'avoir nu t, eh bien, vous avez ux plus vy, avec u et v, les fréquences spatiales. Donc, je rappelle ça. Donc, u, donc c'est la fréquence selon les x, et v, c'est la fréquence selon l'axe des y. Et là, l'unité de fréquence, c'est en radians par mètre. Alors, comme pour les signaux monodimensionnels, ce qui est important, ce n'est pas ces formules, c'est surtout l'interprétation du spectre en termes physiques. On considère l'image suivante. Donc cette image, c'est du bruit. Un bruit, comme vous le voyez, qui varie lentement à l'horizontale selon l'axe des x et beaucoup plus rapidement selon l'axe des y. L'image est striée dans ce sens-là. C'est-à-dire que les variations d'intensité lumineuse, quand vous parcourez votre image, sont beaucoup plus lentes dans ce sens que dans le sens des y. D'accord ? Comment ça va se traduire en termes de spectre ? Eh bien, on va avoir le spectre suivant. Alors, ce n'est pas super clair, mais ce que vous voyez, c'est que donc, là, vous avez la fréquence horizontale et là, la fréquence verticale. L'image, donc le spectre, il est un peu plus clair ici, sur toute cette zone-là. Donc plus clair, ça veut dire des valeurs plus élevées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon l'axe des x, le spectre est plus fort autour de 0. D'accord ? Il est resserré comme ça. Et selon l'axe des v, le spectre s'étale, il est fort sur tout l'axe des fréquences. Donc je vous ramène à l'image de départ. On a une image qui varie lentement selon l'axe des x. Donc, spectre concentré dans les basses fréquences selon les fréquences horizontales. L'intensité de l'image varie rapidement selon l'axe des y. Donc, beaucoup de hautes fréquences, c'est-à-dire un spectre étalé sur tout l'axe des fréquences selon les fréquences verticales. Okay, donc comme pour les signaux monodimensionnels, le spectre correspond à des rapidités de variation. Haute fréquence sont des variations lentes du signal, basse fréquence des variations lentes du signal, haute fréquence des variations rapides, que ce soit en une dimension ou deux dimensions. C'est vu pour l'image ? Donc, ce qu'il faut bien tenir, c'est que le clair correspond à des valeurs élevées.
hein, et que le clair est localisé ici. Bien, pas de questions? Donc rendez-vous en TD mercredi et jeudi.